Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour le tout nouvel épisode de Good Luck Have Fun, en compagnie de Eve qui nous fait le plaisir de venir discuter ce soir et de nous parler de son superbe profil en tant que Inspirational Content Advisor chez Ubisoft depuis 4 ans et de nous expliquer un peu comment du coup les sciences humaines et naturelles peuvent soutenir et enrichir la création des jeux. Eve, comment vas-tu? Bonne soirée, merci beaucoup d'être là. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Romain. Je sais pas si je t'appelle Romain du coup, Si, 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 comme tu tu... peux y aller. Ok, alors bonsoir Romain, merci beaucoup pour l'accueil et écoute, ça va super et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien aussi. Alors, juste pour prévenir un petit peu, on entend un tout petit écho un petit écho dans ton micro, si jamais tu as des écouteurs à disposition. En tout cas, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir ce soir et discuter du coup avec Eve. Alors, pour commencer rapidement un peu cette émission, déjà, j'aimerais remercier également les personnes qui nous écoutent en podcast, podcast disponible du coup depuis maintenant quelques semaines et qui vous permet de suivre en toutes circonstances votre superbe émission. Où je profite de cette petite interlude pour voilà, pour faire de la promotion. Ok, top. Je vois que tu as mis des écouteurs, c'est super. Merci beaucoup, Ouais, Eve. ça va peut-être mieux. Alors, Excusez-moi, pardon. Désolée. mais non, non, je t'en prie, c'est pas grave. On est entre nous, on est là pour discuter. Il y a aucun souci. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous faire une petite présentation de qui tu es finalement pour les gens qui ne te connaîtraient pas déjà? Bah ouais, bien sûr, pas de problème. Donc je m'appelle Eve, je travaille à Ubisoft depuis 4 ans dans un mois. Ça fera 4 ans dans un mois. Et je suis Inspirational Content Advisor, ce qui signifie que, en fait, je fais partie d'une équipe de recherche et de support sur toutes les questions de sciences humaines et naturelles que peuvent se poser les équipes de création. Et mon objectif, c'est donc de les accompagner sur tous ces sujets qui peuvent mêler l'histoire, la géographie, la socio, la géopolitique aussi. C'est assez important dans mon métier. Et moi, je viens à la base d'un parcours de géographe. En fait, je fais une formation de géographie et j'ai encore pas mal de liens avec le milieu académique en ce sens, comme un certain nombre de membres de mon équipe, voilà, qui eux-mêmes sont historiens, qui sont experts en sciences politiques et qui ont aussi des liens académiques et associatifs avec d'autres. C'est trop, trop cool. Enfin, vraiment, ton métier fait rêver quand on en parle quand même, parce que c'est un métier qui est très peu connu et qui pourtant, quand on t'écoute, semble extrêmement important. On y reviendra. Avant, évidemment, de s'intéresser à ton métier actuel, j'aimerais revenir justement un peu plus sur ton parcours et notamment depuis le bac. Savoir un peu, déjà, est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais faire et comment est-ce que t'es venue cette passion pour la géographie que tu as réussi justement à entremêler avec le jeu? Alors, c'est assez intéressant et je vais essayer de faire ça, de manière assez brève parce que comme tout le monde, je crois que la question de l'orientation, de ce que j'allais faire plus tard a été assez, stressante et il se trouve que j'étais dans mon lycée, la semaine dernière pour en parler pour la première fois depuis 10 ans. Parce que ça fait C'est 10 ans trop que j'ai eu mon cool. bac presque. Donc, hyper bonne expérience et j'ai pu rassurer aussi les kids, donc je vais faire pareil ce soir sur Twitch. Alors moi du coup j'ai fait un bac L, j'avais des bonnes notes, donc ça existe plus aujourd'hui, mais c'est un bac littéraire avec une spécialisation en anglais. Moi, j'avais des bonnes notes un peu partout, j'étais bonne élève et rien m'intéressait plus qu'autre chose. J'étais une grosse geek aussi, je jouais beaucoup aux jeux chez moi et tout. Et en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais des bonnes notes, j'ai candidaté à des prépas, Hippocane, Cannes et tout, qui ne m'ont pas du tout acceptée. Donc en fait, j'ai atterri à la fac sur un truc genre mon 11e vœu. Et en fait, finalement, c'est un sacré coup de bol parce que j'ai atterri dans une classe qui mélangeait en fait tout un tas de matières en fait de sciences humaines que proposait cette université-là, qui est Sorbonne Université. Donc en fait, le principe de cette classe-là, c'est tu rentres dedans, tu as Mhm. des TD, etc. Et puis ensuite, en fait, tu choisis dans quelle matière tu veux t'orienter pour ta licence 2. Tu vois, c'est un espèce Ouais. ouais, de classe un petit peu hybride bizarre au sein de la fac. Mais l'idée, c'est que tu rentres ensuite en L2 où tu veux, après avoir fait cette première année assez généraliste. Et en fait, j'ai fait une semaine de cours, je m'en souviens très bien. Mon tout dernier cours, ma toute dernière heure de la semaine, c'était une heure de géographie. Et en une heure, j'ai eu un vrai déclic et je me suis dit, d'accord, je ne peux pas faire autre chose de ma vie. Parce que Mais c'est autant, incroyable! ouais, mais c'est vrai, il faut le dire, hein, moi je marche vachement à l'émotion, je suis quelqu'un de très sensible et en fait, tout m'intéressait. J'avais passé une semaine, très très intéressante, malgré tout, tu vois? Dans toutes ces autres Ouais. matières qui étaient de l'histoire, de la philo et cetera et puis, en fait, c'était une heure de cours sur les représentations, cartographiques et les projections cartographiques. C'est-à-dire la manière dont on va transformer notre planète qui est une sphère
pour la rendre, à plat, Mmh. voilà et créer ce qu'on appelle des planisphères, c'est-à-dire les cartes, hein, comme vous pouvez l'imaginer de manière assez standard et en fait, vraiment en 1 heure, j'ai eu toute une espèce de remise en question sur ma propre manière de voir le monde, de le situer parce qu'en fait, j'ai vraiment compris qu'en gros, c'était une affaire de calcul mathématique, qui avait dominé à un moment donné et qui font qu'aujourd'hui, bah, on se sert de ça partout, mais qu'en réalité, la Terre ressemble pas du tout à ça et en fait, ça m'a tellement, bouleversée, de remettre en question comme ça tout mon monde et de semaine en semaine, ça n'a fait que confirmer cet intérêt parce que c'était comme si, à chaque semaine, je venais pour me faire laver la tête, quoi, pour me faire dire: «Mais j'ai rien compris à C'est l'endroit où j'habite, en très fait, stylé. je comprends rien». Et donc, bah, là, ça pour le coup, ça m'a tellement investie dans les émotions, je pouvais pas ignorer cette discipline, quoi. Je pouvais pas aller faire de la philo en me disant: «Bon, c'était sympa». Impossible. Donc je suis rentrée en géographie, alors discipline méconnue en France, mais qui est en fait, très importante et très intéressante. Hem, En général, elle est un petit peu associée, à l'art plastique de l'histoire, en quelque sorte. Mais en fait, c'est une des filières de la fac qui est très professionnalisante, notamment en sciences humaines. Quand on fait de la géographie à la fac, on est formé à la cartographie, on est formé, à la gestion des risques naturels, on est formé, à comment marchent des bassins hydrographiques, à comment, fonctionne, le climat et les changements climatiques. On est aussi amené à travailler sur des questions d'urbanisme, de ville, de campagne, comment est-ce qu'on habite, qu'est-ce qu'on fait, de transport, de logistique des échanges. En fait, c'est super vaste. On parle aussi beaucoup de géographie humaine, ça a été ma spécialité en master. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est un domaine très, très vaste et dans lequel, ben, on est vraiment en déficit en France de géographes. Si des gens hésitaient à faire ça, faites ça. Mais Vraiment, c'est c'est super bien important. Mais c'est vraiment extrêmement cool et donc du coup après ce déclic qui toi t'a Ouais, convaincu et qui t'a, poussé à faire de la géographie, donc tu étais en licence 1 et tu te dis: «OK, c'est parti, je continue, je fais une licence en géo», et du coup tu t'impliques à 200 dans tout ça. Est-ce que tu peux donc nous parler un peu plus de ta spécialisation en master de géographie humaine pour, expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas comme moi, ce terme, un petit peu ce que ça cache? aucun souci. Alors, la géographie humaine, elle peut englober plein de champs différents, plein de manières différentes de l'aborder. Heu, Dans des pays, genre anglo-saxons, ça peut arriver qu'on enseigne la géographie avec, en fait, la logie ou avec, l'économie parce qu'en fait, bah, ça fait un peu plus de sens que parfois avec l'histoire. Le la paire histoire-géo qu'on connaît en France est en fait assez Mmh. singulière et assez propre à la France. Et donc la géographie humaine, en fait, elle se revendique un peu de ces ces géographies qui veulent essayer de comprendre le mystère des gens. Ouais. Comment est-ce qu'ils font société ou pas? Comment est-ce que différentes communautés s'organisent ou pas sur des territoires? Quel genre d'interaction? Comment est-ce qu'on développe une culture sur un territoire donné, et cetera? Moi, la mention, plus précise de mon master, c'était culture, politique, patrimoine et OK. donc en fait, il y a 2 choses, je pense qu'on peut, garder comme, ayant fait partie de ma spécialisation, notamment qui sont liées à mon mémoire ensuite. La première, c'est, une approche qu'on appelle les microgéographies et alors là, je vais te donner un exemple très clair, tu vas comprendre même OK, si c'est un parce que concept, j'allais te poser la question un peu justement. niche, OK. mais tu vas comprendre tout de suite. Donc la microgéographie, c'est l'étude en fait, de la géographie, mais à l'échelle des personnes, du quotidien et de comment est-ce que chacun, toi, moi, d'autres personnes qu'on croise dans les transports, au travail et cetera, en fait, vont interagir avec les espaces, vont les occuper ou pas et comment et qu'est-ce que ça peut traduire en fait des différents rapports, bah, de force, de besoins, de nécessités qui se construisent entre ces différentes personnes. Donc en gros, ça part du présupposé que quand on navigue dans l'espace au quotidien, l'espace Mmh. public, l'espace domestique et cetera, en fait, on prend un ensemble de décisions, phénoménales tout au long de la journée, mais en même temps, c'est jamais fait de manière très consciente. Pour autant, si je te demande pourquoi tu as fait cette décision-là, en général, tu es capable de me répondre et la plupart des gens sont en fait capables de répondre. C'est-à-dire que si, par exemple, on montait ensemble dans une ligne de métro et que tu choisissais où on s'asseyait, en fait, tu pourrais avoir l'impression de pas vraiment avoir réfléchi ce choix, mais il y a de fortes chances que si je te demande pourquoi on s'est assis là et pas ailleurs dans le métro, en fait, tu as une raison très précise et qui t'est propre. Et c'est vrai, en fait, la plupart de tous ces choix qu'on va faire tout au long de la journée, sur comment on va aller d'un point A à un point B, sur, où est-ce qu'on s'installe en salle de réunion, où est-ce que je me mets, au dîner en famille, le soir, et cetera. Et en fait, cet ensemble de matrices de décisions qu'on prend, voilà, géographiques, et ben, elle traduit tout un ensemble de choses de comment est-ce qu'on se perçoit par rapport aux autres, dans quel, rapport, de force, de classe, parfois de genre, tu vois? Ce genre de choses. Et donc en fait, cette entrée-là, qui est toute petite,
finalement, elle permet, je trouve, de comprendre et de lire tout un tas de phénomènes hyper intéressants sur les gens et la société. Donc c'est très qualitatif. C'est Ça super peut cool. devenir quantitatif si si on a les moyens et le temps pour le faire, ce qui a pas été, mon cas, mais bon, en tout cas, c'était très qualitatif et très intéressant et mon mémoire, plus précisément, il portait sur la mise en accessibilité des espaces publics pour les personnes en situation de maladie ou de handicap aussi. Donc là, ça me permet de faire un petit point, santé mentale, qui est Trop très bien, important. fonce. Mais en fait, donc en France, la loi encadre, hein, comment est-ce qu'on peut faire des espaces publics ou pas, quel genre de normes, doivent, régir en fait, hein, les espaces qu'on construit et il se trouve que la loi handicap, elle arrête le fait que, les espaces, recevant du public, les établissements recevant du public, sont supposés être accessibles pour les personnes en situation de handicap, peu importe leur handicap. Ce qui est Il y a logique. toute une liste de handicaps qui existe. Jusque-là, c'est très logique. Alors, c'est pas respecté partout Oui, et là, je bien vous sûr. invite à suivre n'importe quel collectif comme Le Clé, par exemple, qui est un super, collectif, voilà, de personnes handies qui en parlent très bien contre le validisme. Bon, c'est évidemment, pas parfait du tout. Néanmoins, ce que moi j'observe en tant que géographe et que personne qui a travaillé sur le sujet d'urbanisme et cetera, c'est qu'en fait, il y a aucune manière aujourd'hui de raisonner pour prendre en compte enfin de raisonner pour en gros concevoir des espaces qui prennent en compte, comment est-ce qu'une affection mentale ou un handicap mental ou psy, pourrait, affecter le rapport à l'espace. Donc si je prends quelqu'un de dépressif, parce que ça va parler à tout le monde, donc imaginons quelqu'un de dépressif, Pardon. heu, il y a plein de dépressifs, pardon, stressez pas, c'est un safe space ici. Oui, Voilà. Si je complètement. prends quelqu'un de dépressif, on sait aujourd'hui, on est capable de quantifier qu'une personne dépressive, elle a en moyenne plus tendance à être sédentaire, à rester chez elle. Et pour autant, faites l'expérience si vous devenez dépressif ou si vous connaissez quelqu'un de dépressif, il y a de fortes chances que, si la personne, arrête progressivement de sortir ou s'isole un peu, on lui dise: «Bah, vas-y sors, fais des activités, fais un truc qui te change les idées et tout» et puis si elle le fait pas et on va un peu lui dire qu'elle fait pas d'efforts et c'est tout. Et moi, j'ai envie de croire que peut-être, en fait, on peut adapter nos espaces un peu mieux pour toutes ces personnes qui se retrouvent à prendre un ensemble de décisions qui les incitent à rester chez eux plutôt qu'à sortir, parce que sortir a l'air trop compliqué. Et tu vois, de la même manière qu'il y a 20 ans, on se disait peut-être que pour les personnes, aveugles typiquement, à part, avec une canne et un chien guide, peut-être on va avoir du mal à mieux les intégrer dans les espaces publics. Aujourd'hui, par exemple, les bandes podotactiles, c'est comme ça que ça s'appelle les bandes au passage clouté là. Ouais. Mmh. En fait, ça s'est quand même un peu démocratisé mine de rien et ça a été un ajout qui finalement a, facilité la vie à un tas de personnes. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse à quel genre d'aménagement de ce style on pourrait imaginer dans les espaces publics pour les personnes en situation de maladie et de handicap psy. Donc C'est ça aurait été ma super vie intéressant. si j'avais pas fait de jeux vidéo. Mais justement, on va rebondir dessus, on va Voilà. revenir dessus pour bien comprendre quand même. Donc du coup, tu appelais ça la géographie humaine en fait. C'est toutes les façons Ouais, dont les personnes peuvent interagir à travers certains lieux et c'est comment ces lieux influencent nos interactions. Que ce soit la salle de réunion, la salle à manger avec notre famille et en fait l'espace public qui, selon toi en fait, enfin selon toi et j'imagine beaucoup d'autres chercheurs extrêmement compétents, peut complètement influencer la façon dont on perçoit, dont on vit et dont on finalement bouge aussi, au quotidien. tout à fait. En fait, la manière dont on conçoit, tous ces environnements publics, privés, les bureaux et cetera, sont conçus pour véhiculer un ensemble de cadres, de normes sociales implicites, explicites, et les personnes qui, arrivent le mieux à comprendre comment se jouent, en fait, ces dynamiques sociales, dans les espaces publics, ont en général tendance à affirmer de manière, on va dire, un peu plus active, leur présence et leur position, par rapport aux autres dans un espace et Mmh. donc, par suite, si tu fais ça fois, tout le nombre de fois où tu as été amené à prendre cette décision-là tout au long de ta journée en fait, tu peux asseoir de vraies dynamiques, qui peuvent être inégalitaires ou en tout cas qui peuvent, véhiculer, des rapports, assez forts et lisibles, en fait. C'est un bon moyen, je trouve, de rentrer un peu dans la socio et de lire justement comment peuvent s'articuler parfois des différences, de genre, de classe, et cetera. Si tu veux une anecdote toute bête, mais quand j'étais, à la fac, un de mes jobs étudiants, pendant les vacances d'été, c'était d'être hôtesse d'accueil et une fois, il se trouve que j'étais l'hôtesse d'accueil d'un espèce de multimilliardaire, complet, un mec du CAC 40, je vais pas dire son nom, mais j'étais l'hôtesse d'accueil de ce gars-là qui était hyper, hyper, hyper riche et en fait, ce qui était drôle, c'est que quand je préparais sa salle de réunion, il fallait que je lui mette une Evian et que je mette des cristallines aux autres. Et tu vois, c'est tout con, mais en fait, c'est une manière de comprendre que par la mise en scène de ces espaces Ouais, pourtant professionnels et qui sont très neutres, en fait, tu peux véhiculer tout un tas d'idées, pour asseoir une position de domination par rapport au reste des personnes qui sont là. Voilà, OK. donc moi, Non, non, c'est mais l'étude de c'est
passionnante et bon, ça, on pourrait en faire un live entier si tu veux un Non, mais jour. bien sûr, mais en soi, C'est hyper c'est passionnant. incroyable. C'est super intéressant et du coup, dernière question sur ce sujet, puis après on basculera du coup côté jeux vidéo, mais j'ai une question dans le chat de quelqu'un qui te demande et je reprends sa question: «Est-ce que cela veut dire que l'on a internalisé une manière de pratiquer l'espace sans le conscientiser pour autant?» Oui, alors il y a des personnes qui sont plus ou moins conscientes des décisions qu'elles prennent. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué de mes expériences de terrain. Donc, quand j'ai travaillé sur mon mémoire, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je faisais des trajets du quotidien avec des personnes, malades, et en fait, je leur demandais de me décrire à chaque étape, pourquoi elles prenaient telle ou telle décision. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a traversé là plutôt que là? Pourquoi est-ce que là, on a continué sur ce trottoir? Pourquoi est-ce qu'on a tourné et cetera? C'était des personnes qui travaillaient à peu près dans le même quartier et donc c'était des trajets un peu domicile-travail. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que c'était des symptômes à peu près semblables et pour autant des stratégies en fait, enfin moi je parle de stratégies du coup, très différentes puisque chacune était adaptée en fait aux différents symptômes qu'éprouvaient, ces personnes et à leurs expériences, vraiment personnelles et donc du coup, là où l'une des personnes allait faire des détours pour éviter des zones de travaux parce que sensoriellement, ça la surstimulait et c'était très désagréable pour elle, et ben, une autre personne, par anxiété sociale, allait éviter ce trottoir et aller en face parce qu'elle avait peur de croiser des collègues de manière, inattendue et que du coup, ben, potentiellement l'idée d'une rencontre, avec des personnes, sans s'y attendre, en gros, était anxiogène pour elle et donc en fait, c'est marrant de voir comment est-ce que, tous ces, comment dire? Ces angoisses, par exemple, dans le cas de ces personnes-là, en fait, ont des impacts sur les stratégies qu'elles vont établir au quotidien pour se déplacer. Mais surtout, en fait, ce que pour moi ce que ça traduit pour moi, au-delà de juste, bah, je traverse là plutôt que là, je fais ci plutôt que ça, en fait, c'est un début de quantification de à quel point est-ce que, une affliction, psychologique, psychiatrique, mentale, peut peser au quotidien sur, ben, tout un ensemble de décisions géographiques et donc sur une forme de charge mentale, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends tous les petits, détours, tous les petits aménagements que font ces personnes, des centaines de fois par jour littéralement, de manière plus ou moins consciente, bah, en fait, ça devient des chiffres énormes et gigantesques et comme on est dans un contexte où cette réflexion, aujourd'hui, elle n'existe pas encore et ben, en fait, il faut bien rentrer quelque part et ça commence par quantifier à quel point c'est impactant. Voilà Ouais, et donc moi, mon travail de c'est mémoire, il a permis un petit peu aussi de mesurer ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai réalisé avec ces au contact de ces personnes, c'était de me dire: «C'est un truc de fou, en fait, à quel point c'est structurant pour elles» et en fait, c'est tout au long de la waouh! journée, toutes ces décisions fois 1000, fois 2000, elles se retrouvent teintées par, en fait, leur situation, leur état mental. Bah, Voilà. c'est extrêmement intéressant. On a dans le chat aussi une personne qui nous dit que ça lui a fait penser à la hiérarchisation des étages dans les entreprises. En fonction de l'importance des équipes, ça me fait penser au panopticon, c'est lointain souvenir de philosophie de Foucault également. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux rebondir, tu as un dernier mot, ou est-ce qu'on basculerait pas sur justement le moment où tu t'es dit finalement les espaces publics, la géographie humaine c'est cool, mais le jeu vidéo c'est encore plus cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans une carrière propre avec le jeu vidéo? OK. Alors, juste un tout petit mot du coup Bien sur sûr, bien la sûr. question, précédente. Si vous voulez, je peux juste vous filer des ressources, hein. Je les envoie à Romain, il vous les fait suivre, mais il y a tout un Ouais, tas d'articles complètement. là-dessus et les espaces de travail sont de grands espaces de mise en scène où les gens se mettent en scène, où on met en scène les espaces, qui n'est pas aujourd'hui dans une grande boîte qui, par exemple, a investi dans des meubles qui font très maison du monde pour faire un peu comme si on était à la maison alors qu'on est au bureau. Le modèle de l'open space qui est un modèle où finalement tout le monde se voit et se regarde et personne n'a trop envie qu'on regarde derrière son propre ordi, mais en fait tout est conçu pour être vu de partout. Euh, Effectivement, cette question-là, elle se pose. Et puis les enjeux de stratégie, mon équipe ou telle personne change de place, donc moi ça va me mettre plus ou moins en périphérie ou au contraire au centre de l'action professionnelle, ça va me rapprocher de quelqu'un hiérarchiquement important, etc. Ça va créer ou pas des rencontres intéressantes pour moi en tant qu'opportunité professionnelle. Bref, il y a tout un tas de trucs à dire et je vous enverrai les références, vous pourrez lire ça. Ça peut sembler relativement inaccessible, mais en fait, bon, si vous prenez un petit moment pour lire, regarder les cartes, etc., vous verrez quand même l'idée générale de cette discipline, et puis qui sait, vous trouverez peut-être une passion. Incroyable. Et du coup, On attend ton podcast sur la géo humaine, hein, Eve. eh ben, alors, jeudi, si vous êtes à Paris, parce que je vais faire Voilà. ma pub. Vas-y, vas-y, Jeudi, fonce. j'organise une conférence sur le sport et les villes. Voilà, si ça vous branche, au courant des Cordeliers, je pourrais vous filer le lien aussi pour vous inscrire. Vous inscrire, c'est obligatoire, mais c'est gratuit. Et on va recevoir des personnes. Alors, il y a des géographes, mais il y a aussi juste des personnes qui n'ont rien à voir avec la géographie,
et qui sont dans l'e-sport, il y a des personnes qui sont dans, l'événementiel sportif, qui font des fan zones et cetera et en fait, l'idée, ça va être de se dire, bah, comment est-ce que le sport, de manière un peu spontanée, ponctuelle, va pouvoir transformer parfois les espaces? Ou alors, comment est-ce que les gens, ils se rapproprient des aménagements sportifs, par exemple, qui sont là sur le long terme, mais ils en font complètement autre chose? Je prends l'exemple des fan zones où, je sais pas, il y a un virage de montagne hyper calme et puis le jour où il y a une course de vélo, bah, il y a plein de monde et puis, on peut aussi prendre l'exemple, par exemple, d'un skatepark où, voilà, bon, il y a des gens qui font du skate, du roller et tout et puis il y a, des ados qui traînent, qui Mmh. se roulent des pelles, un peu des trucs comme ça et ça et en fait, ça devient des lieux sociaux hyper importants, même pour les gens qui sont pas sportifs et qui ont pas de comportement sportif. Donc bref, si tous ces sujets vous intéressent, Non mais jeudi 19h, couvent des Cordeliers, c'est gratuit, venez, Mais vous serez, foncez, c'est trop bien. accueillis, Mais je ferai un petit post dans après ton intervention avec du coup toutes ces informations-là. Tu m'enverras des sources. Et puis évidemment, je les transmettrai aussi aux abonnés en avant-première. Non, je rigole, je rigole. ouais, Non, OK. non, mais pour le Bah, coup, OK. non, non, c'est une blague. Non, mais pour le coup, je ferai un post pour justement retraduire un peu tout ce que tu viens de nous partager parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Tu as mentionné l'e-sport en plus, donc je viendrai ça. Mais plus tard, je te laisse du coup nous expliquer comment tu t'es passionné pour le jeu et pourquoi tu as décidé du coup d'accéder à ce rôle chez Ubisoft notamment. Ouais, alors, ce qui s'est passé, c'est que mon mémoire était hyper bien, donc je voulais faire une thèse. J'ai pas pu faire ma thèse, pour, des raisons que je mentionnerai pas ici, mais il se trouve que la fac étant ce qu'elle est, avec son système de règles et de machin, j'ai pas pu faire ma thèse tout de suite et donc je me suis dit: «Bah, je me laisse une année de battement et puis je ferai ma thèse, l'année qui suit» et là, coup de théâtre, sur Twitter, je reçois 15 messages privés qui m'envoient le même tweet qui est en fait une offre d'emploi, d'Ubisoft, pour un travail de Inspirational Content Advisor et donc je comprends en gros que c'est, ma compréhension des choses, c'est que c'est l'équipe en gros des historiens d'Assassin's Creed quoi, des chercheurs d'Assassin's Creed et donc j'envoie un message privé au mec qui a tweeté l'annonce en lui disant: «Salut, je m'appelle Eve, je pense que je serais très bien à ce métier. Voilà mon CV, voilà ce que je fais. Est-ce qu'on peut parler?» Le mec qui a partagé l'annonce n'est pas, le un gars avec qui j'ai fini par travailler, mais c'est un mec très cool qui s'appelle David Loire. Donc en fait, techniquement, c'est grâce à lui, et à mon DM Twitter que, je suis rentrée à Ubisoft puisque, ben, on a échangé un petit peu et en fait, je suis venue faire des entretiens d'embauche, très classiquement et bah, me voilà, à ce job, quoi. Donc il y a une espèce de casse du siècle qui s'est opérée. Voilà et bah, j'en suis hyper contente, alors j'ai quand même eu 3 entretiens, je crois, Oui. 3 ou 4. C'était assez long et tout, il y avait beaucoup d'attentes entre chaque étape, donc c'était une période un peu stressante, mais voilà. Le mi-novembre, 2019, je signe à Ubisoft et bah, je commence ce CDI qui continue, ma foi, qui se poursuit encore aujourd'hui, en tant qu'Inspirational Content Advisor. Donc c'était pas attendu du tout, Ouais. néanmoins, j'ai vu cette opportunité se présenter et je me suis dit: «Bon attends, on va rester sérieux là 2 secondes parce que l'offre d'emploi, elle est quand même complètement, Cool. hallucinante, Ouais, c'est donc ça. il faut candidater quoi». Parce que je jouais, beaucoup à Assassin's Creed avec ma sœur quand on était plus jeunes. On était allés en Italie après avoir fait Assassin's Creed 2 comme plein de gens et on s'était dit: «Waouh, mais en fait c'est fou comme c'est réaliste et bien fait» et c'est des moments de partage pour moi en famille avec ma sœur, avec mon père qui nous regardait jouer tout ça et bref, je m'engourais qu'il y avait des je savais qu'il y avait des consultants en histoire sur ces sujets, même si je connaissais pas bien cette organisation-là et quand j'ai vu l'offre, ouais, je me suis dit: «Bah là, si tu candidates pas, tu as rien compris quoi, il faut tu es une vraie gameuse depuis toujours, il faut Ouais, tester, il faut y aller» c'est la et question que ça a j'allais te marché. poser, c'est la question que j'allais te poser, c'est ton affinité particulière avec le jeu avant cette offre, parce que donc du coup, tu le traduis, tu as eu de la chance, tu as aussi un profil qui évidemment parle énormément et je pense que du coup ça matchait vraiment bien entre la proposition d'emploi et toi ce que tu avais pu faire. Quelle était ton affinité particulière pour le jeu et comment est-ce que tu avais été amené à découvrir justement, est-ce que tu étais par à travers une activité associative ou est-ce que simplement tu étais une gameuse depuis toujours comme tu l'as un peu précisé? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réussi à grandir et justement à réussir à développer ta connaissance et ton affinité pour le jeu. Et ben, comme beaucoup de gens, j'ai une grande sœur et voilà, j'étais la petite sœur de quelqu'un, donc c'est comme ça que j'ai découvert les jeux vidéo. Elle avait une console, elle jouait à des trucs et moi j'avais hyper envie de jouer avec elle quand j'étais toute petite. Après, dès que j'ai pu, j'ai commencé à jouer avec elle, puis au fur et à mesure, elle en a eu marre et moi jamais, ça m'a jamais lassée. J'ai toujours adoré ça. Elle joue encore un peu, donc je sais pas si elle regarde là ce soir, c'est pas possible, mais voilà, je n'insinue pas que tu joues pas du tout. Néanmoins, voilà, moi j'ai gardé ça comme une vraie passion. En grandissant, ben, j'ai un peu affiné mes goûts aussi. Je crois que moi j'aime bien jouer à tout un tas de jeux différents. Je suis pas du tout, bloquée sur, par exemple,
jouer seulement à des open world très immersifs comme ce qu'on peut faire avec Assassin's Creed et tout. Moi, j'adore les jeux de caisse, j'adore les jeux de vélo, j'adore les jeux de combat, j'adore les puzzle games, les jeux d'énigmes, les jeux narratifs et tout. Moi, je suis assez tout public. Si quelque chose accroche à ma sensibilité personnelle, notamment sur, de la DA, sur des thèmes abordés ou sur des mécaniques de gameplay que je trouve vraiment fun. J'aime bien les FPS à plusieurs, j'aime bien Rainbow Six, j'aime bien pendant un moment, j'ai joué beaucoup à Overwatch. J'ai eu ma Ouais. période League of Legends aussi au collège, lycée, voilà, qui Si m'a si duré c'est des qu'une années période et si qui a c'est quand qu'une même période, ça duré, va. bah, je la mentionne quand même parce que je sais que tu es suivie par un certain nombre de personnes dans l'e-sport et alors moi, c'est vrai que c'était un peu le c'est comme ça que je suis entrée dans le par exemple, le truc un peu de supporter, e-sportif, quoi. Moi, j'aimais beaucoup encourager, certains joueurs de LOL quand j'étais au collège, au lycée et tout, et j'étais allée à des événements, à la Villette, quand c'était un peu les premiers en plus qui Ouais, s'organisaient en France, de complètement. grande ampleur, quoi. J'imagine qu'il y en avait des plus petits avant, Bien sûr. mais Mmh. là, ça remplissait, un zénith, quoi. Ouais, ce qui est complètement fou quand on y Semble pense à l'é normal aujourd'hui, mais oui, ce qui à l'époque était, bien sûr. incroyable, Mais c'est incroyable. c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc du coup, affinité particulière pour le jeu depuis toujours, grâce à ta grande sœur, mais grâce aussi à une passion, que tu as continué de développer. Associé à ton parcours de géographe, tu te retrouves du coup dans les chaussures, de l'Inspirational Content, Advisor chez Ubisoft. Que se passe-t-il? Quelles deviennent, tes missions et quel du coup, est ton rôle au sein d'Ubisoft et avec du coup les équipes de développement de jeux? Est-ce que je peux te raconter une toute petite anecdote sur, le recrutement? Parce que je pense qu'elle est drôle et Allez, qu'elle fera fonce. rire Tant que les ça gens te de met ton pas en truc. porte-à-faux, toi, moi, tu peux tout Ça me met dire. pas en Je te fais porte-à-faux, confiance. mais du coup, c'est un aveu, OK. si peut-être la RH qui m'a recrutée écoute. Mais en fait, quand je me suis fait recruter, j'ai des amis qui travaillent dans l'événementiel, notamment autour des jeux et donc ils sont sur tous les salons en fait, Paris Games Week, Kid Expo, tout ça. Mmh. Et il se trouve que quand j'ai eu le coup de fil de la RH qui m'a dit: «OK, tu es prise», j'étais à Kid Expo en costume de Pikachu. Enfin, j'étais pas dans le costume parce que, il faut être tout petit pour le faire et moi je suis assez grande. Mais par contre, j'avais la casquette Pikachu, le t-shirt, du staff et cetera et je suis sortie juste sur le parking de Kid Expo prendre le coup de fil. Elle m'a dit: «C'est bon, tu es au calme?» Je lui ai dit: «Oui, oui, bien sûr». J'étais complètement déguisée pour faire la pub d'une autre marque et c'était hyper marrant. J'étais très contente qu'elle me dise, que j'étais acceptée à ce job parce que sinon j'aurais eu beaucoup de mal à reprendre l'après-midi, je crois, Mmh. mais Bien voilà, sûr. pour Mmh. anecdote marrante, C'est super drôle en vrai. Mais dans ça mon ns costume de Pikachu à avoir le le coup de fil pour me dire que j'étais prise à mon travail. Donc quand tu me demandes, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup quand tu es dans ces chaussures et bah, j'arrive à le situer, c'est quand j'étais assise sur cette petite marche sur ce parking hyper médiocre et voilà, c'est vraiment un souvenir, je crois que je garderai longtemps parce que c'était pour moi, assez incroyable et donc du coup ta question, excuse-moi, c'était? Parce que j'ai digressé. non, non, mais c'était, du coup par rapport à ton rôle en fait, au quotidien en tant que, Inspirational Content Advisor chez Ubisoft, comprendre un peu quelles sont tes missions et comment est-ce que tu aides, tu accompagnes les équipes de développement, des jeux? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que, notre travail, on pourrait le résumer pour le dire facilement à, faire de l'histoire pour Assassin's Creed, mais en fait, c'est aussi assez réducteur parce Mmh. que, on travaille pour tout un tas d'autres projets et d'autres manières aussi qu'avec l'histoire. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une équipe, de personnes qui sont toutes, en gros, expertes en sciences, humaines, et moi j'ai un petit bonus, naturel, mais voilà, on est plutôt orienté SHS quand même et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'au quotidien, on a des équipes qui, selon leur projet de jeu, ont envie de coller plus ou moins à certaines notions d'authenticité, qu'elles soient historiques, géographiques, culturelles, et cetera. Et moi, mon objectif avec l'équipe, c'est d'apporter à ces équipes-là tout le matériel, d'information, tout le matériel scientifique, mais un peu simplifié ou en tout cas, condensé, à l'essentiel, tout ce qui va être nécessaire, en gros, pour pouvoir prendre des décisions éclairées de ce point de vue-là, par rapport à chacun de ces projets. Donc, si on prend l'exemple d'Assassin's Creed, ça va être un projet où ils ont énormément d'ambition sur les questions de reconstitution de villes, Mmh. de contexte culturel, historique et tout. Et donc pour eux, on va faire un travail en profondeur qui va vraiment très, très loin. Alors je ne peux pas vous le montrer, en l'état parce que, bah, là je tombe sous le coup de mes NDA, mais n'hésitez pas à vous renseigner en ligne là-dessus, ce que vous lirez est globalement vrai. En fait, on fait énormément de travail, pour, bah, en fait, explorer vraiment en profondeur ces périodes-là. Tout finit pas dans le jeu évidemment parce que ça reste un jeu, il y a du compromis à trouver et nous on est là pour aider à trouver justement ce beau compromis et indiquer en quelque sorte quelle serait la manière, la plus authentique ou fidèle à l'histoire, à la géographie, à la culture, de cette période donnée, heu, possible. Si on travaille par exemple pour, un jeu comme Far Cry, ce sera pas du tout la même approche. Parce qu'eux, par exemple, il y a une volonté de s'inspirer du réel
mais on est dans une fantasy qui est aussi beaucoup plus loufoque, Mmh. qui est beaucoup plus assumée et donc eux, ils se permettent, par exemple, des détournements, de sujets historiques ou géographiques et cetera, qu'Assassin's Creed pourrait pas se permettre parce que c'est pas le ton du jeu, parce que c'est pas la direction et cetera. On travaille aussi parfois sur des settings, futuristes et contemporains. Moi dans l'équipe, j'avoue que je m'intéresse pas mal à ce qu'on appelle en termes parapluie la futurologie et ce qui finalement peut nourrir tout un tas de productions, futuristes, que ce soit, des jeux comme Watch Dogs, The Division, ça marche aussi pour Rainbow Six et cetera, avec un volet un peu, civil, mais aussi un volet assez militaire, avec des personnes qui ont une expertise un peu dans ces domaines-là aussi. Et donc voilà, pardon, mon quotidien de travail, ça va vraiment être, apporter du support sur ces questions à travers la rédaction d'articles pédagogiques, à travers la fabrication de cartes interactives. On a un outil cartographique qui est super bon et qui nous permet de communiquer d'une nouvelle manière, des informations autour de settings et de contextes comme ça. On va aussi, organiser parfois ce qu'on pourrait appeler des masterclass, hein, des ateliers, Mmh. des choses comme ça. Et puis, on 2 choses aussi qu'on peut noter sur notre travail. La première, c'est qu'on fait appel aussi à un réseau d'experts externes sur les sujets qui nous semblent importants, pour avoir des précisions historiques, pour nous accompagner, pour accompagner les équipes, quand c'est nécessaire. Donc en gros, parfois il y a typiquement si je prends Assassin's Creed Mirage qui vient de sortir et ben, il y a des consultants, des chercheurs, des chercheuses vraiment spécialisés de questions plus précises sur l'histoire de la ville, Mmh. sur, l'histoire, culturelle, voilà de Bagdad à cette période. Parce que ça nous semble très important et que, ben, on peut gérer un peu le tout venant, mais parfois quand c'est très au cœur d'un jeu, ben, on aime bien s'accompagner de personnes aussi, pour nous soutenir là-dessus. Et puis l'autre chose, c'est que, on est amené, parfois à se déplacer, avec les équipes, dans des musées, dans des endroits où peuvent se passer les jeux, pour faire de la prise de son, de la prise d'image et puis aussi parfois pour visiter, en fait, des musées, faire l'expérience peut-être de rites, de traditions, voilà qui peuvent être ensuite réutilisés dans les jeux. Là, j'ai en tête, ce qu'on avait fait pour Valhalla. Alors moi, je ne faisais pas partie de ce voyage-là, donc ce sont des paroles rapportées, mais en gros, ils avaient participé, à un voyage en Scandinavie, où ils avaient pu participer à des reconstitutions historiques, grandeur nature un petit peu, à des rites, à des choses comme ça, qu'on a pu retrouver ensuite, dans les jeux. Incroyable. Donc j'ai essayé d'être un peu exhaustive, c'est peut-être, Non, non, pas du tout. dense. C'est S'il faut revenir passionnant. sur quelque chose, n'hésite pas. C'est vraiment incroyable. Donc du coup, une partie de ton métier, et évidemment, je m'intéresse à ce que tu viens de dire, c'est de voyager pour aller du coup découvrir des pays, des cultures et pour pouvoir le retraduire auprès des équipes de développement. C'est très réducteur, mais Ouais, alors en plus, c'est pas vrai du tout parce que typiquement, moi, j'ai jamais voyagé avec le Covid. Je suis arrivée juste avant et donc en fait, ça a complètement changé nos manières de travailler et bien sûr. en fait, moi typiquement, je suis jamais allée en voyage, pour Ubi, sur le terrain, hors, déplacement en studio pour aller rendre visite à nos camarades, Mais du coup, heu, qui c'est très travaillent dans bien que d'autres productions tu... d'autres. Pardon, je t'ai coupé, tu disais? Non, non, je t'en prie, c'était pour Ok. finir ma phrase, mais tu fais très bien de la reprendre. Mais du coup, pour le coup, et c'est très intéressant, tu fais une transition parfaite. J'ai une autre question pour comprendre un petit peu, justement, comment est-ce que vous réussissez au sein de l'équipe à introduire donc les sciences humaines et les sciences naturelles auprès des équipes de développement? Comment est-ce que vous réussissez à faire ce pont entre la matière que vous avez pu travailler et en fait le résultat final qui sera le jeu? Parce que j'imagine qu'il y a des mécaniques, il y a des mécaniques de développement qui ne sont pas nécessairement en parallèle avec vos timelines de réalisation et d'écriture, par exemple, de documents. Il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Comment est-ce que vous faites pour réussir à créer un lien qui permet une collaboration utile et efficace? Alors ça, c'est un défi de tous les instants, évidemment. Parce que, comment dire? Quand on est face à des personnes qui sont dans des équipes très nombreuses, avec des métiers tous, et tous très différents les uns des autres, quand on est face à des personnes qui ont pas du tout les mêmes contraintes d'agenda ou Bien des sûr. contraintes techniques même Mm. que moi, par exemple, je comprends pas du tout, par exemple, ce qui peut m'arriver quand même fréquemment, il y a vraiment un défi au quotidien, d'empathie et d'essayer de comprendre, en fait, concrètement, à quoi peut ressembler le quotidien de tout ce paysage, cette multitude de collègues et d'expertises qui, mises ensemble, font un jeu comme Assassin's Creed, mais qui en fait, dans la pratique, pourrait donner l'impression d'être composé un peu parfois de briques et de brocs. Alors, ça c'est un travail que tout le monde fait, hein, ce travail d'empathie, c'est-à-dire que c'est comme ça aussi que ça marche dans une prod de jeu. Il y a beaucoup d'expertises différentes qui se mélangent et c'est vraiment l'émulation de tous qui fait que maintenant, moi je trouve que, par exemple,
Il peut arriver que face à certains métiers, les contraintes et les obstacles rencontrés par les personnes ne soient pas du tout intuitifs. Et Mmh. là, je peux prendre l'exemple des personnes dans la programmation typiquement. Moi, ça peut arriver d'avoir des discussions avec des personnes où je me dis: «Mais en fait, jamais j'aurais imaginé que ça puisse être un problème de programmation», puisque moi, la manière dont je joue et j'interagis avec les jeux, m'évoquait pas, ça comme un problème, hein. Je peux donner, Ouais, bien sûr. l'exemple des moteurs qui peuvent gérer, par exemple, parfois, des choses, quasiment photoréalistes et super, précises et tout. Et puis à côté, un truc qui pourrait être genre, des portes, en fait, non, le moteur le gère pas. Et ça, typiquement, pour quelqu'un comme moi, faudrait surtout pas que je le prenne comme un acquis, parce qu'en fait, bah, typiquement, ça traduit que je comprends rien à comment ça fonctionne. Et donc il est hyper important justement que je sois dans la discussion et dans le dialogue avec ces personnes-là, pour qu'en fait, elles puissent m'expliquer en tant que profane, ben, qu'est-ce qui pourrait coincer ou pas. Voilà. Et bah, de la même manière, en fait, les personnes acceptent aussi, je crois, notre rôle, comme ça. Et en fait, on est face à un ensemble de personnes qui ont des connaissances, très, disparates sur les sujets, c'est pas du tout les mêmes. Si on reprend l'exemple de, Assassin's Creed Valhalla, et ben, imaginons, en fait, moi, je sors d'école de game design et je rentre à Ubisoft, je suis super contente parce que je vais travailler sur Assassin's Creed, Valhalla, tout ça. Et ben, en fait, potentiellement, on va me dire: «Voilà, ça fait 3 ans que le jeu il est en développement, ça fait 3 ans que tout le monde, bouffe du viking, tout le temps, donc il va falloir te mettre aussi à la page». Bien sûr. Et donc cette personne, elle pourra paniquer et se dire: «Waouh, je connais rien en viking». Typiquement, moi, avant de rentrer dans cette entreprise, quoi. Éventuellement, allez, si on a de la chance, la personne, elle a peut-être vu Viking, la série ou un truc comme ça. Et nous, bah, en fait, ça va être notre métier d'essayer aussi de parler et d'attraper ces personnes-là, qui ont peut-être peur, qui ont peut-être besoin d'aide, qui arrivent, complètement, comme des pages blanches, quoi, face à Mmh. ces sujets-là, versus, bah, des personnes qui, en fait, sont là depuis 3 ans et elles ont vraiment besoin de savoir en quel matériau est fait la boucle de ceinture, sinon elles peuvent pas avancer, quoi. Donc au quotidien, c'est un jeu d'échelle comme ça qui est assez marrant C'est avec lequel jongler. Et ça fait partie du charme et de la difficulté de ce jeu. C'est extrêmement intéressant la façon dont justement tu abordes ce sujet quand tu parles d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à la fois le rôle, un rôle un peu quasiment de professeur où vous devez justement enseigner, certains aspects spécifiques, qu'on va travailler sur un jeu et d'un autre côté, parfois, ça peut être extrêmement terre à terre. Comme tu l'as dit, cette, voilà, une ceinture, de quelle matière elle pouvait être j'aurais pas dû commencer cette phrase. La matière spécifique de la ceinture, c'est Quel est le trop matériau de cette ceinture? Voilà. exactement, exactement, tu me récupères, c'est la fatigue qui joue. Mais du coup, c'est C'est vraiment le travail d'équipe, c'est l'empathie et je comprends ton métier aussi. mais c'est extrêmement intéressant. Et alors du coup, comment est-ce que tu peux impacter est-ce que tu aurais des exemples à nous partager? Tu viens de partager la boucle, mais est-ce que tu aurais des exemples peut-être un peu plus concrets de la façon dont ton métier, de façon générale, impacte le développement des jeux, notamment chez Ubisoft? Si tu veux botter en touche, n'hésite Alors, vraiment pas, il y a aucun souci, hein. je veux pas du tout botter en touche parce que tu vas voir, c'est très simple. En fait, en 4 ans d'entreprise, finalement, aucun de mes jeux n'est jamais sorti et un seul a été annoncé. Donc fatalement, j'ai genre pas d'exemple à donner tout simplement parce que j'ai moi-même pas pu jouer au Oh. jeu. En tout cas, dans leur version finale, donc j'ai aucune idée de comment est-ce que mon travail au quotidien peut réellement impacter le jeu. Par contre, j'ai quand même une bonne idée, je pense. J'ai aussi l'expérience de mes collègues et Bien tout. sûr. Parfois, ça va être sur des trucs très, très pragmatiques, comme tu dis. Ça va vraiment être sur, des représentations, des modélisations de bâtiments, sur, par exemple, des caractères, anciens, et cetera. Ça va être, des couleurs, ça va être des jeux de lumière, ça va être, dans les concepts art, ça peut être, Mmh. l'architecture, ça peut être, les vêtements, et cetera. Mais tu vois, alors partons de l'exemple d'architecture parce qu'il est facile, je pense, à comprendre pour Ouais, imaginer, complètement. en fait, comment ça peut impacter. Donc si on imagine qu'on va faire une ville à la Assassin's Creed, c'est-à-dire une ville, réaliste, je me balade dedans comme à Florence et je me sens dedans. En fait, dans la pratique, il est très, très rare, voire, à Ubisoft, je crois qu'il y a que The Division qui fait ça. Mais en gros, on va pas faire vraiment les villes à l'échelle 1:1, précisément à la rue près. Surtout pas des villes historiques dont on a des archives, mais on ne sait pas Ouais, bien exactement, sûr. quel est leur, leur, leur layout, j'ai pas le mot français, pardon, Leur leur, disposition, agencement. voilà, agencement, Leur c'est encore agencement, mieux. voilà. Notre disposition marche aussi. Et donc en fait, là, va y avoir un double jeu, à gérer avec, et les artistes, et les level designers, et les world designers, et les lore designers, et les narrative designers en même temps, et les game designers qui sont toujours un peu dans le coin, mine de rien. Ça va être, par exemple, déjà de travailler à l'échelle de la ville et de son architecture générale pour que quand tu te balades dedans, même si tu es pas à la rue près dans la ville, bah, tu aies un sentiment, d'identification à cette ville, tu la reconnaisses, tu sens peut-être une empreinte un peu particulière. Sur le côté ludique, tu la sens comme différente aussi d'une autre ville,
que tu vas peut-être rencontrer dans le jeu aussi par ailleurs. Et il y a aussi ce travail beaucoup plus, macro. Ah, attends, je confonds toujours micro et macro. Donc, bon, il y a le truc systémique, quoi, le fait que l'architecture en général, elle donne cette Macro, du atmosphère-là. coup, et micro Ça, c'est peut-être du coup. macro et puis le micro, alors ça va être vraiment travailler sur un bâtiment, sur un landmark. Mmh. Nous, on va appeler ça un landmark, c'est-à-dire, un truc qui va être un repère visuel qui est tellement, fort et omniprésent culturellement ou visuellement dans cette ville qu'on considère qu'on peut pas faire sans. Et OK. donc, nous, on va vraiment dire: «Ah bah ça, si c'est pas dans le jeu, on va nous attraper le col». J'exagère, mais en gros, c'est ça. On va dire: «Ça, si on veut se sentir dans cette ville-là, il faut que ça y soit». Et on va aussi devoir travailler sur, les anachronismes. Parce que du coup, si c'est un landmark important, ça veut dire que potentiellement les gens sont sensibles au fait que, le bâtiment en question soit fidèle ou pas à celui de l'époque. Pas voir la Si tour par exemple Eiffel dans, on devait, ouais voilà, avoir la tour Eiffel dans Assassin's Creed, typiquement. Si je devais faire, Paris en 2023 et que je devais penser à des landmarks, bah, je mettrais la tour Eiffel tout de suite, c'est sûr. Mais par contre, si je voulais mettre Notre-Dame, il y a un piège, c'est qu'elle est en travaux. Donc, à ce moment-là, il se trouve qu'elle est en travaux, donc elle peut pas être, toute neuve, toute belle, toute pimpante. Voilà et bah, ça fait partie aussi du métier. C'est-à-dire, ce bâtiment-là, il est super important, il ressemble à ça. Attention, à ce moment-là de l'histoire, ce bâtiment-là, il ressemble plus à ça. Et là, c'est un travail qui est vraiment délicat parce qu'en fait, parfois, les artistes, les personnes qui conçoivent et cetera l'environnement, bah, Heu, en fait, elles ont vraiment besoin qu'on communique super clairement sur, qu'est-ce qui est un problème ou pas sur ce bâtiment, pour, bah, sa cohérence, son intégration au reste du paysage et tout. Et moi, c'est des problématiques que j'ai rencontrées un peu cette année au travail qui étaient super intéressantes justement, d'essayer de donner un sens un peu général d'urbanisme et d'architecture, propre à une ville et en même temps d'essayer de dire: «Bah, ça, ces bâtiments, ils sont hyper importants et ça, c'est très anachronique». Non pas seulement parce que, la date en question, ça existait ou pas, mais surtout parce que si vous faites ce bâtiment-là, vous allez faire un truc qui jure avec tout le reste de l'urbanisme qu'on essaie de construire par ailleurs pour cette ville à cet âge-là, à ce moment-là. Voilà et ça, je trouve que c'est assez intéressant et peut-être que c'est un bon genre d'étude de cas sur, bah, comment est-ce qu'on peut travailler à la fois sur des trucs un peu systémiques et puis aussi sur des trucs vraiment très précis, quoi. Mais c'est vraiment extrêmement passionnant et puis tu l'expliques très bien aussi. Mmh. Tu es très pédagogue et c'est très simple pour moi de discuter avec toi, donc c'est vraiment un plaisir d'avoir cette interview. Alors du coup J'ai enseigné à la fac, mais donc tu vois, ça expérience de se terrain, ressent, pour le coup, je peux t parce fameux. que je comprends ce que tu dis et pourtant je suis dans un état de fatigue, extrême donc vraiment c'est que tu es très pédagogue et c'est très agréable. Alors du coup, on arrive un peu dans la dernière partie de cette interview, dans laquelle en Mmh fait, donc tu es évidemment Inspirational Content Advisor chez Ubisoft, mais pas que. mh. Tu as plusieurs casquettes associatives, avec aussi plusieurs participations. Tu m'avais mentionné notamment, ta participation à plusieurs game jams. Est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer un peu donc justement ces différentes casquettes que tu peux avoir et ensuite qu'est-ce qu'une game jam, s'il te plaît? Ouais, alors pas de souci. Donc, moi j'ai différentes casquettes parce qu'en tant que personne passionnée de jeux qui finit par, faire du support pour plein de gens qui font des jeux et ben, très naturellement, j'ai fini par vouloir en faire moi-même. Je crois que j'ai, aussi, bah, une âme un peu créative sur certains trucs. Je crois que je suis très intéressée depuis très longtemps par, tout le contenu qui cherche à analyser, à rentrer un peu dans le détail de comment les jeux sont fabriqués, à quoi est-ce qu'ils tiennent, qu'est-ce qu'un bon level design, pourquoi est-ce que, ce niveau de Hitman il est ouf. Tu vois? Et en fait, bon, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, peut-être que là, il faut se lancer et faire son truc, quoi». Ouais, Et complètement. donc, je suis rentrée là-dedans par les game jams, qui sont en fait des espèces d'événements, plus ou moins, compétitifs, au cours desquels, sur une période de temps donnée, qui est en général, 2 jours, des personnes qui se connaissent pas, vraiment, vont faire équipe pour, développer un jeu ensemble. Donc en général, chaque équipe va mélanger une personne qui a des compétences en programmation, en game design, peut-être en narrative design, il va y avoir quelqu'un qui fait du sound design, il va y avoir un ou une artiste et à 5-6 personnes comme ça, en fait, on va bricoler un jeu tous ensemble sur un week-end. Ce qui est très chouette, déjà parce que, ça permet de rencontrer des gens super cool et super créatifs et moi j'ai des souvenirs de game jam super, émouvants et chouettes avec des personnes que j'aime beaucoup. Donc ça pour moi c'est très, très, très précieux et puis aussi parce qu'en fait, c'est un moment assez intéressant où quand on fabrique des jeux, en fait, on est sur des temps très, très, très longs, quoi. C'est-à-dire que moi, en 4 ans de boîte à Ubisoft, j'ai toujours pas, vu de jeux, sur lesquels j'ai participé, vraiment être sortis, quoi. Mmh. À part, pour des petites participations sur des petits trucs, mais des jeux que je suis vraiment à temps plein depuis mon arrivée, la plupart sont même pas annoncés, en fait. Mmh. Donc du coup, il y a un truc qui peut être un peu démoralisant parfois et je pense d'ailleurs que ça peut ne pas convenir à certaines personnes, mais en fait, c'est un vrai marathon, quoi. C'est-à-dire que, peut-être dans 3-4 ans, il faut que je double encore ma carrière pour que ces jeux soient annoncés ou sortent. Et que je puisse en parler à mes amis, que je puisse en parler à ma famille, tout ça.
La game jam, l'avantage, c'est que, bah, en 2 jours, en fait, on fait quelque chose et on a un produit à la fin, alors qui est plus ou moins, fonctionnel, qui marche plus ou moins, qui est plus ou moins drôle ou plus ou moins beau, mais qui, a le mérite d'exister, de marcher et d'être un peu le reflet, d'un week-end, 2 jours super cool où on était avec des gens sympas et on s'est mis tous ensemble, on s'est chauffés tous ensemble pour mettre nos compétences sur une table et essayer de faire quelque chose. Donc ça, par exemple, c'est le poster, dans le fond de ma caméra. J'essaie de C'est le ouais, dissiper comme, du le dernier net disciple. solaire, c'est C'est ça. l'une des game jams à Donc laquelle tu as participé du coup, c'est ça? voilà, c'est la game jam de Arte, qui était organisée en début d'année et qui était un moment, mais juste, génial et qui pour moi était aussi un vrai moment de remise en question sur, ce que je voulais faire de ma carrière et cetera. Je crois que je m'intéresse beaucoup, au design, au narrative design, au game design et typiquement, ben, je crois qu'à terme, je pense qu'une évolution qu'on verra dans ma carrière peut-être prochainement, ce serait ça. Mmh. J'aimerais vraiment bien avoir un peu plus les mains dans le cambouis et autant j'adore ma position de support et ce rôle très pivot que ça m'offre, le fait d'être au contact de plein de personnes, de comprendre plein le quotidien de plein de gens, de plein d'expertises différentes, mais Bien sûr. là, je crois que j'ai un peu envie de rentrer, dans le dur, quoi. Dans le concret, du métier de développement de jeu. Est-ce que tu peux nous faire un petit état, justement de cette game jam à laquelle tu as participé pour Arte? Un peu ce en quoi ça consistait aussi donc pendant ces 2 jours, si je dis pas de bêtises, qu'on puisse, Ouais. vraiment te suivre parce que ça a l'air vraiment passionnant pour le coup. Alors, ça avait été retransmis, sur leur chaîne Twitch. Je crois qu'il y a des replays, il y a une épisode de jour de play qui est dédié, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le regarder. Mais donc en gros, pendant deux jours et demi, on s'est retrouvés, à Montreuil tous ensemble pour, bah, fabriquer des jeux. Moi j'avais candidaté, en mettant dans mon profil, bah, qui j'étais, ce que je faisais quoi et en me disant peut-être que peut-être qu'on me prendra pas parce que, j'avais un peu ce truc de me dire: «Dans une game jam, c'est peut-être pas très utile». Le syndrome de l'imposteur est un truc, qui freine plein de gens. Il faut savoir que moi, je l'ai pas vraiment, mais pour autant, j'avais quand même une impression sincère que peut-être que mon profil était pas adapté pour sortir un truc en 2 jours et Mmh. en fait, ça m'a vraiment rassurée là-dessus parce que si, complètement. Enfin, en tout cas, je me sentis vraiment à ma place dans cette équipe, qui était pleine de gens super cool. Il y avait des personnes qui étaient encore étudiantes, il y avait des personnes qui avaient déjà commencé à travailler et le thème donc de cette jam était miroir et donc bah, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 équipes, quelque chose comme ça, qui ont chacune proposé, bah, un jeu, un prototype, les uns, tous très différents des autres. Nous, on est partis sur un jeu un peu d'horreur parce que, en fait, moi, j'ai organisé un goûter chez moi avant la jam, parce que je connaissais pas les gens et je trouvais ça plus sympa, qu'on fasse un goûter, quoi. Ouais, Donc bien j'ai sûr. organisé un goûter chez moi et il se trouve que j'ai plein de mangas d'horreur, de trucs comme ça, parce que moi, j'aime vraiment bien l'horreur, j'aime bien le genre et donc ça a ouvert un peu le dialogue là-dessus entre nous. On s'est dit: «Ah tiens, tu bien ça aussi?» et cetera et quand on a appris le thème de la jam qui était miroir et ben, on a commencé à brainstormer et tout et puis en fait, on est un peu revenu vers ce concept qui au final est un jeu qui est très prototypal, hein, il marche pas hyper bien, mais qui que vous pouvez tester quand même, qui s'appelle, Violet, dispo sur, Itch et dans ce jeu-là, on incarne en fait on se retrouve dans une situation un peu de film d'horreur où vous savez, une personne est dans une salle de bain par exemple Mmh. et dans son miroir, un monstre va apparaître, et ça va faire un jump scare. Et bah, dans notre jeu, on joue ce monstre et l'objectif est de s'infiltrer jusqu'à la personne sans qu'elle nous remarque pour aller lui faire peur Ah, et c'est surgir super derrière drôle. elle. On a fait un espèce de twist comme ça qui était assez, marrant pour nous. Enfin, je crois qu'on a juste aimé et pris plaisir à imaginer cette idée. Ça a donné des trucs super cool. L'artiste du projet, Rémi, hyper talentueux, il nous a fait un personnage qui ressemble à Toni Collette, de plein de manières et tout. Moi, j'adore cette actrice, elle est super. La les 2 programmeuses du projet, mais elles étaient trop fortes. Elles s'appelaient Faye et Lina et en gros, elles ont fait 3. On a 3 caméras dans notre jeu, c'est un jeu en 3D qu'on a fait en 2 jours. Je sais même pas expliquer comment est-ce qu'elles s'y sont prises et autant sur moi le premier jour, j'ai pu me rendre utile en pitchant mes idées, que ce soit, de game design, que ce soit, sur, bah, un peu la direction artistique qu'on pourrait suivre, l'agencement des pièces, du dédale qu'on traverse un petit peu pour que ça marche bien, heu, sur, des sources d'inspiration pour la DA et cetera. Le deuxième jour, quand tout le monde est dans le rush, pour moi, c'était très important d'être utile aussi parce qu'il était hors de question que les personnes ne se retrouvent à programmer, jusqu'à 1 minute avant la fin et que moi je me tourne les pouces. Donc en fait, j'ai vraiment cherché à comprendre comment est-ce que je pouvais me rendre le plus utile possible. Je m'étais formée un petit peu avant sur Unity à faire des tâches faciles, un peu comme un commis de cuisine, quoi. Mmh. J'avais demandé à un collègue programmeur, c'est quoi l'équivalent d'éplucher des carottes, heu pour quelqu'un qui fait de la programmation et il m'a fait montrer comment faire de l'intégration et cetera et bah, j'ai pas eu à remobiliser ces compétences, mais j'avais voulu les apprendre auparavant
pour pas mourir idiote, quoi. Et voilà, et puis pour me rendre utile. Et puis en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est, configurer toute la page itch.io, faire toute une mise en page, une direction artistique, finalement, en fait, faire en sorte que le soir venu, les programmeuses n'aient plus qu'à uploader la build sur notre page et puis, c'est fini, quoi. Et moi, je m'étais occupée de tout ce qui a finalement poliché un petit peu l'apparence du jeu. J'ai fait le logo, j'ai fait les crédits, j'ai fait tous ces trucs-là. Et puis au final, ça m'occupait toute la journée aussi. Donc c'était parfait. Et voilà, et depuis, bah, j'ai tenu à me former un peu, à faire mes propres trucs. J'ai fait un petit, il y a un très bon tutoriel de Game Maker's Toolkit pour apprendre à utiliser Unity, en 1 heure. Et moi, j'ai suivi ça et ça m'a permis de faire un petit Flappy Bird, qui s'appelle Requinque. Voilà. Ah Bah, oui! typiquement, j'ai appris à faire ça grâce à une vidéo YouTube, d'1 heure. Alors en une journée, quoi, en une après-midi, c'était bon, j'avais Mais compris c'est comment un jeu ça légendaire, marchait. Requinque. J'en ai entendu parler quand je Requinque, suis arrivé chez Ubisoft. On m'a dit bah, dans les bruits de couloir qui existaient quand je suis arrivé du coup en CDI, on m'a dit: «As-tu déjà entendu parler de Requinque?» J'étais en mode: c'est vrai? «Oui, c'est Esteban», Tu peux m'en parler? qui Et moi, tu as parlé de Requinque? bien sûr, c'est Esteban qui m'en a parlé quand on avait discuté, pour un projet d'équipe, qui allait vous impliquer du coup justement. C'est très drôle, mais en tout cas, c'est vraiment extrêmement passionnant ce que tu dis et puis en plus, Et juste peut-être vas-y, pour vas-y. conclure, juste sur les trucs de proto et puis comme ça après je te laisse rembrayer sur ton speech, mais je crois que je peux rajouter encore un petit truc, c'est que là ma toute dernière jam en date, bah, par exemple, je voulais faire un jeu plus narratif et en fait, j'ai fait en binôme un jeu, sur PowerPoint. Donc c'est une espèce d'aventure narrative, une histoire, un genre de visual novel, sur PowerPoint. Voilà, Si c'était vous une jam sur le monde du travail. Donc c'est un genre de formation PowerPoint qui en commence à péter un câble au bout d'un moment. Et pour moi, c'était super cool. Et ça m'a vraiment fait me dire, bah, en fait, OK, j'ai peut-être pas, enfin, ma maîtrise du moteur, elle est, quand même très partielle. Je sais bricoler quelques petits trucs, mais je sais pas faire forcément des jeux toute seule, parce que, bah, il faut tout pour faire un monde, hein. bien Mais sûr. par contre, voilà, moi j'aime bien, ce genre d'expérience créative un peu bizarre où justement tu peux tester des choses, un peu inhabituelles et tout et notamment sur le format comme ça qui est assez marrant et donc, bah, typiquement, si ça vous intéresse de vous lancer un peu dans l'envie de fabriquer vos propres jeux, mais que vous avez un peu peur d'être arrêté par vos limites, et ben, je pense que je peux peut-être vous conseiller, de ne pas vous laisser arrêter par, des outils qui vous font peur et de partir sur ce que vous connaissez déjà. Peut-être que vous pouvez faire le jeu de gestion de l'année sur Excel, peut-être que vous pouvez faire la fiction de l'année sur PowerPoint, peut-être C'est vrai. que vous allez organiser une board game jam. On a déjà fait ça une fois avec des collègues et c'était super. On a fait des jeux de plateau. Littéralement, il fallait, coller des trucs, quoi. Et couper des trucs, c'est à la portée de beaucoup de personnes. Donc voilà, Mais je le conseille. c'est toujours vraiment cool de l'entendre parce que c'était l'une des questions que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'on a besoin d'être un expert, d'être extrêmement bon pour faire partie de Game Jam et savoir qu'en fait on peut apporter sa pierre à l'édifice sans pour autant. Alors évidemment, j'imagine que si c'est 6 personnes qui ne sont que débutants sur Unity, le jeu à la fin sera un peu complexe. Mais en effet, c'est extrêmement cool. Et puis en plus, les jeux PowerPoint, j'ai découvert Afterlife. Si vous ne le connaissez pas, c'est sur Itch.io, c'est gratuit. Et qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bien. Pour celles et ceux qui pensent ici que les jeux PowerPoint n'ont pas d'avenir, détrompez-vous, c'est un moteur de jeu qui peut faire rougir Unity sur sa politique de monétisation en tout cas. Je serais Mais preneuse du nom de ce jeu parce que je connais pas du tout. À vrai Afterlife, dire, j'avais jamais vu de jeu, PowerPoint avant de faire le mien. c'est Donc Afterlife. mmh, je me Euh, le mets dans le mais Discord du coup. je mettrai, ouais, j'enverrai le lien après, puis pareil, je ferai un petit post avec du coup ta page Itch. On arrive sur malheureusement la fin évidemment de cette intervention, mais c'est trop passionnant, j'ai encore plein de questions. Tu voulais mentionner un petit peu un projet ou ta page Itch.io, je crois, tu voulais nous parler des expériences ludiques et créatives que tu Bah, crées. c'est Est-ce- fait du coup, C'était du coup en rapport avec les game jams également. requin Mais du coup, sur allez requin, télécharger c'est Requinque, galère. c'est disponible sur Itch.io. Et agir en pleine conscience aussi, du coup, le dernier, notre PowerPoint, Ouais, c'est vrai. fantastique. Bah écoute, en soi, avec impatience, envoie-moi tous ces liens, comme ça je les partagerai. Est-ce que tu aurais, Eve, un dernier mot pour les personnes qui t'ont écouté et qui ont suivi cette superbe intervention? Et bah, déjà, merci beaucoup. Ça m'a fait hyper plaisir, déjà de te voir et discuter parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu mine de rien Ouais, c'est et vrai. donc c'était chouette cette ambiance comme à la maison. J'ai un peu l'impression qu'on était au bar et qu'on rattrapait un peu le temps, donc c'est chouette. Merci beaucoup pour cette invitation. Pour les personnes du chat, ben, merci aussi d'avoir, pris une petite heure pour discuter avec nous. Et puis, bah, pour les personnes qui écouteront le podcast aussi, peut-être après. Moi, je pense que jouer à des jeux, c'est cool. Si vous voulez faire des jeux, c'est cool aussi. Vous laissez pas stresser par l'espèce de gap technique, qu'on peut avoir l'impression de rencontrer. Finalement, je crois que j'ai mis mon mot de la fin tout à l'heure, quoi. Ouais. Essayez des trucs, Mais testez des trucs qui marchent pas, c'est pas très grave, mais c'est c'est bien de le fun. répéter.
C'est pédagogue, Ouais, encore une fois, on revient sur cette mécanique-là et ce que tu dis est très vrai, donc vas-y, je t'en prie, Eve, continue, ça nous rassure, même moi, ça me rassure pour mes compétences, donc c'est très bien. je sais rien faire, je comprends rien, je sais ce qui se passe, tout va très bien. Soyez gentils les uns avec les autres. C'est les mots de la fin. Franchement, mais oui, mais c'est hyper important en fait, Mmh. parce que voilà, pour moi le fait de travailler dans le jeu et pour les personnes qui vraiment veulent s'orienter là-dedans, la question de la sympathie, de l'empathie, c'est des trucs que je trouve super importants parce qu'on est qu'avec des personnes de profils super différents. Vous-même, si vous êtes allés par exemple au lycée, un peu comme dans mes années, vous avez fait l'expérience de la différence entre des gens qui ont fait des bacs S, des bacs L, des bacs STMG et cetera. Vous avez vu que c'était peut-être des manières parfois de communiquer, d'interagir très différentes. Et bah là, en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui viennent de formation d'artistes. Il y a des personnes qui vont être des autodidactes, qui ont maté des vidéos YouTube toute la journée et qui ont acquis des compétences que vous ne soupçonneriez même pas. Il y a des personnes qui sont des matheux complets, euh, Mmh. qui, voilà, peut-être ont des compétences que vous n'aurez pas du tout aussi. Il y a des personnes qui, je sais pas, ont écrit des millions, des milliers, des centaines, je sais pas, des chapitres de fanfic à n'en plus finir et qui maintenant sont narrative designers, etc. Et en fait, voilà, c'est tout ce beau monde et tout cet écosystème qui fait des jeux au final qui sont profonds, qui sont riches, parce que c'est aussi, je crois, la synthèse et la somme de toutes ces personnes, de tout leur son intérêt, de tout l'amour qu'elles auront essayé de mettre dans ce petit projet. En tout cas, j'ai envie de croire à ça. Et donc, du coup, ben, si vous pouvez rentrer dans cet écosystème-là avec gentillesse, avec sympathie, ouverture d'esprit sur les personnes qui fonctionnent peut-être pas forcément comme vous, ou qui ont des vies très différentes des vôtres parce que vos contraintes et vos objectifs sont pas du tout les mêmes. Et ben en fait, ça aide quand même beaucoup de gens. On se sent bien au travail, on est content de venir. C'est chouette. Voilà, ce Bah, serait mon mot de mais la c'est fin. trop beau comme mot de la fin et en plus, c'est très cool parce que ça fait directement, en fait, écho, déjà d'une part au principe de Good Luck Have Fun, vous montrer un peu la diversité comme je peux. Évidemment, c'est jamais parfait et tous les épisodes sont disponibles maintenant sur YouTube, en podcast, donc vous n'avez plus qu'une excuse pour ne pas aller rencontrer justement ces futurs profils qui font la richesse du monde du jeu vidéo et puis je trouve aussi ton intervention et la précision que tu apportes, on part de l'individu pour créer finalement des individus pour ensuite créer un jeu qui est un collectif, qui est un ensemble, en fait, de plusieurs histoires et qui justement met en branle toute une équipe. Je trouve ça extrêmement beau. Donc merci beaucoup, Eve, pour cette intervention. C'était extrêmement passionnant. On pourrait parler pendant des heures et des heures. Malheureusement, le format de l'émission nous en empêche. C'était vraiment très très cool. L'épisode du coup avec Eve sera disponible dès lundi prochain en podcast et sur YouTube. Et puis d'ici là, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je ferai un petit post aussi pour reprendre tout ce que Eve a pu mentionner, notamment en termes de ressources, parce que c'est toujours extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Eve. Passe une excellente soirée. Merci Romain. Passe une très bonne soirée aussi et bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup. Au revoir.